Stalingrad, un nom qui fait frémir. L'une des batailles les plus sanglantes de toute l'histoire. Mais au-delà des cartes, des chiffres et des généraux, une question reste rarement posée. Qu'est-ce qu'un simple fantassin de l'armée rouge emportait réellement avec lui en entrant dans l'enfer de Stalingrad? Chaque objet, chaque morceau d'équipement racontait une histoire de survie, de froid, de peur, et d'un courage presque inhumain. Le fusil Mosin Nagant M1891-30. Surnommé le légendaire « fusil à 3 lignes », robuste, brutal, et capable de frapper comme un coup de sabot. Le Mosin Nagant était l'outil principal pour repousser l'envahisseur loin de la Volga. Il supportait la boue, la neige, le manque d'entretien, et tirait quand même, encore et encore, tant que le doigt pressait la détente. La baïonnette à douille. Une pointe cruciforme conçue pour transpercer, pas pour trancher. La doctrine soviétique disait « La balle est une idiote, la baïonnette est une camarade fiable ». Dans les ruines étouffantes de Stalingrad, cette lame de plus de 40 cm était souvent la dernière chose que l'ennemi voyait. Le casque d'acier SSH-40. Remplaçant les modèles plus anciens, le SSH-40 est devenu le symbole absolu du soldat soviétique. Son acier épais offrait une protection vitale contre les éclats d'obus et les gravats dans les rues éventrées de la ville bombardée. La tunique Gymnastiorka M1935. Cette tunique à enfiler, avec col droit rigide, constituait l'uniforme standard du début de la bataille. Simple, solide, fonctionnelle. Elle sera plus tard remplacée par des modèles plus faciles à produire, mais à Stalingrad, c'était le visage même de l'armée rouge. Le grand manteau Chinel. Fabriqué en laine épaisse gris-brun, le Chinel n'était pas qu'un vêtement. C'était une couverture, un matelas, parfois même un oreiller. Lourd une fois mouillé, mais sa longueur protégeait du vent glacial des steppes qui mordait jusqu'aux os. La veste matelassée Telia Greca, le vatnik. Cette veste rembourrée en coton a littéralement sauvé des vies. Bon marché, rapide à produire et incroyablement chaude, elle donnait aux soldats soviétiques un avantage décisif lorsque les troupes allemandes, mal équipées, commençaient à geler sur place. La chapka ou chanka. Fabriquée en fourrure synthétique de poisson ou en peau de mouton, c'était le couvre-chef hivernal par excellence. Les rabats pouvaient être relevés ou abaissés pour protéger le menton et la nuque. Sans elles, les engelures arrivaient vite, et parfois, elles ne repartaient jamais. La casquette pliable Pilotka, portée surtout en été, légèrement inclinée sur la tête. Elle n'offrait aucune protection, mais était légère, facile à ranger et arborait l'étoile rouge, symbole de l'Union soviétique. Le pantalon Charovari. Large aux hanches, serré aux chevilles. Cette coupe ample permettait de courir, sauter, grimper sur les gravats et se faufiler entre les ruines sans entrave, un détail vital dans les combats urbains. Les bottes Kirza. Le cuir étant rare, les soviétiques inventèrent le kirza, une toile traitée avec des substances ressemblant au caoutchouc. Imperméable, respirante, mais reconnaissable à leur odeur chimique tenace. Peu élégante, mais efficace. Les bottes en feutre Valenki. Quand l'hiver russe s'installait pour de bon, le cuir devenait rigide comme de la pierre. Les Valenki, en feutre de laine compressée, étaient le sommet du confort thermique. Silencieuse sur la neige, incroyablement chaude, et extrêmement convoitée à Stalingrad. La ceinture en toile. Une simple sangle utilitaire avec boucle à rouleau. Elle maintenait tout l'équipement, cartouchière, grenades, pelles. Sans elle, le soldat était désorganisé et vulnérable. Le sac à dos Méchoc. Un sac rudimentaire à cordons et bretelles. Moins sophistiqué que ceux de la Wehrmacht, mais parfaitement fonctionnel pour transporter rations, bandes de tissu pour les pieds et effets personnels. Les cartouchières Mosin Nagant. En cuir granuleux ou en kirza, fixées à la ceinture. Chaque pochette contenait plusieurs clips,
gardant les munitions propres et accessibles pour recharger rapidement sous le feu. Les clips de munitions 7,62 x 54 R. Fines lamelles métalliques tenant 5 cartouches chacune. Elles permettaient de charger le magasin interne du fusil d'un seul geste, maintenant une cadence de tir élevée lors des assauts humains massifs. La grenade F1, la citron. Surnommée ainsi à cause de sa forme. Son corps épais en fonte produisait des éclats lourds et meurtriers. Elle devait être lancée depuis un abri, car son rayon mortel dépassait parfois la distance de lancer. La grenade RGD 33. Un modèle plus ancien, polyvalent mais complexe. Elle nécessitait plusieurs étapes d'armement, et pouvait recevoir une chemise de fragmentation. Utile, mais dangereuse à manipuler sous le stress du combat. La grenade anti-char RPG 40. Lourde, puissante, conçue pour neutraliser les véhicules ennemis par effet de souffle. Pour l'utiliser, il fallait s'approcher terriblement près d'un char, souvent à quelques mètres seulement. Le cocktail Molotov. Une simple bouteille remplie de carburant épaissi, avec une mèche ou un détonateur chimique. Bon marché, désespéré et terrifiant. Utilisé pour aveugler les viseurs des chars et étouffer leurs moteurs dans le labyrinthe urbain de Stalingrad. La pelle MPL 50. Officiellement destinée à creuser des tranchées, mais redoutable en combat rapproché. Affûtée sur les bords, parfaitement équilibrée, elle devenait une arme mortelle dans les escaliers et les sous-sols. Le accent aigu TUI de pelle en cuir. Un support simple accroché à la ceinture. Il maintenait la MPL 50 contre la hanche, prête à être dégainée en un instant. La gourde en aluminium. Prévue pour l'eau, mais souvent remplie de thé, ou de vodka quand la chance souriait. L'aluminium étant précieux, beaucoup furent remplacés plus tard par des gourdes en verre, dangereuses si elles se brisaient. La housse de gourde en toile. Fixée à la ceinture. Mouillée en été, elle rafraîchissait l'eau par évaporation. En hiver, elle offrait une maigre protection contre le gel. La gamelle en forme de rein. Inspirée de modèles allemands. Elle servait à récupérer les rations, cuire, frire et manger, tout en un. La cuillère en bois. Souvent glissée dans la botte. En plein hiver, une cuillère en métal aurait collé instantanément aux lèvres, arrachant la peau. Le bois était une question de survie. Le sac de masque à gaz. Beaucoup abandonnaient le masque lui-même, mais conservaient le sac. Il devenait une besace improvisée pour munitions, grenades, tabac ou nourriture. La fiole d'huile à double compartiment. Un petit bidon métallique avec deux becs, un pour le solvant neutralisant les résidus corrosifs, l'autre pour l'huile lubrifiante. Indispensable pour maintenir le fusil en état de marche. Le kit de nettoyage du fusil. Un rouleau d'outils comprenant brosse, pointe et protège-bouche. Entretenir son arme était une question de discipline, et de vie ou de mort. La capsule d'identité en bakélite. Un petit cylindre contenant un papier avec les informations du soldat. Beaucoup refusaient de le remplir, par superstition, convaincus que c'était signé leur arrêt de mort à l'avance. Le livret de solde de l'armée rouge. Document officiel consignant l'unité, le grade et le parcours du soldat. Sa seule preuve d'identité militaire. Le pansement individuel. Une compresse scellée portée par chaque soldat. En l'absence de médecin, c'était souvent la seule barrière entre une blessure et une mort par hémorragie. Le tabac Macorca. Un tabac grossier, coupé à partir des tiges de la plante. Fort, âpre, mais précieux pour stimuler l'esprit et soutenir le moral pendant les longues attentes entre deux combats. Les bandes de journaux. Le papier à rouler étant rare, les soldats utilisaient des bandes de journaux comme Pravda ou Krasnaya Vezda. Ils fumaient littéralement les nouvelles du jour. Les allumettes. Des trésors sur le front. Les garder au sec relevait du défi,
mais elles étaient indispensables pour le feu, et pour calmer les nerfs. Les bandes moletières pour les pieds. À la place de chaussettes, des bandes de tissu rectangulaires. Bien enroulées, elles évitaient les ampoules et séchaient rapidement. Mal enroulées, elles pouvaient ruiner une marche entière. Les moufles à 3 doigts. Épaisses, en laine, avec un doigt séparé pour la détente. Elles permettaient de tirer sans exposer la peau au froid mordant. La cape de camouflage blanche. Dans les tempêtes de neige, cette simple cape transformait un soldat en ombre invisible. Elle permettait d'embusquer l'ennemi, puis de disparaître dans le blanc infini. Si cette vidéo vous a plongé au cœur des Stalingrad, pensez à vous abonner, à aimer et à rester jusqu'à la fin. Chaque objet cache une histoire, et chaque histoire mérite d'être racontée. Alors dites-nous, lequel de ces objets vous a semblé le plus dangereux ?